une pièce manquante du puzzle. Lorsque l'on observe les structures de l'ancien monde aujourd'hui, on ressent un grand sentiment d'absence et d'altération. Les structures ont manifestement été modifiées et changées radicalement au cours des 200 dernières années environ. Et quand on voyage à travers notre monde et qu'on étudie ces structures, un énorme sentiment d'absence persiste. Il manque quelque chose. Le concept de récolte éthérée à travers ces merveilleuses antennes n'est pas suffisant. Il n'est pas assez concret pour compléter le tableau. Quelque chose d'autre était autrefois présent qui rendait possible l'ensemble de la grille technologique. C'est bien sûr le composant technologique clé de ces structures, le moteur et les mécanismes centraux qui les font fonctionner en premier lieu. Les moteurs n'étaient bien sûr pas des tokamaks. Un tokamak est un instrument rudimentaire et basique. C'est une conception du nouveau monde. Il n'appartient pas à l'ancien monde. Il n'aurait eu aucune place dans leur structure. Leur sophistication et leur finesse ne se seraient pas appuyées sur une telle laideur, sur une telle primitivité. Ce qui est indéniable en revanche, ce sont les parallèles entre la forme octogonale fondamentale du tokamak et l'amour de l'ancien monde pour l'octogone. Il est très probable que la formation octogonale soit une composante essentielle de la génération d'un vortex torique. Nous voyons l'octogone partout dans l'ancien monde. La géométrie octogonale sous-tend de nombreuses formations fondamentales de la structure. Et les structures octogonales particulières que l'on trouve partout ne sont pas une erreur, elles sont ce qu'elles semblent être, des coquilles vides abritant en même temps quelque chose d'autre. Cette sensation de vide est partout et reste inexpliquée. Tant de tours et de dômes s'élèvent jusqu'à de plus petites coupoles creuses. Pourquoi sont-elles creuses? Pourquoi une civilisation antérieure aurait-elle perdu tant de temps et d'énergie à construire une structure apparemment aussi superflue et inutile? Mais elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Un grand nombre de ces zones vides se trouvent toujours directement sous les antennes. Et bien que toutes ces structures vides, cruciales, ne soient pas des octogones, la plupart le sont, et elles sont toujours situées dans des zones clés, comme sous les antennes centrales, sous les résonateurs en forme de dôme, au centre de cours symétriques fermés ou détachés, et juste à l'extérieur des grands générateurs. Et quand on réfléchit à une géométrie si parfaitement travaillée, l'absence est tangible. Il y avait autrefois une sorte de cylindre ou d'appareil contenu dans cet espace. En outre, nous trouvons également divers vestiges historiques qui ressemblent de près au style structurel de l'Ancien Monde. Dans ces reliques, nous voyons que des cylindres ou des récipients vides font partie intégrante de l'objet. Pourrait-il s'agir d'objets fonctionnels miniatures, reflétant la forme des grands espaces vides que nous voyons dans les structures de l'Ancien Monde? Peut-être une sorte de micro-objet domestique qui permettait d'accéder à la production d'énergie des réseaux électriques plus larges? Les plus grandes structures contenaient-elles elles-mêmes des cylindres similaires? Sur de nombreuses photographies anciennes, les coupoles et les espaces octogonaux sont déjà vides. Mais il reste quelques images et illustrations qui peuvent donner un petit aperçu de ce qui était présent auparavant. Dans certaines, nous voyons un type de cylindre, et dans d'autres, nous voyons une sorte d'orbe ou de récipient. En raison du manque d'images, il est difficile de présenter une conclusion cohérente. De plus, beaucoup de choses ont été modifiées, et d'une manière qui est presque impossible à reconnaître. Par exemple, voici une illustration de 1880 de l'achèvement de la cathédrale de Cologne. Elle se concentre sur le sommet de l'une de ses flèches. Les planches de bois sont des échafaudages. Comme vous pouvez le voir, le sommet de ces flèches s'ouvre.
révélant une sorte de cylindre. Il s'agit d'une maquette de la zone de la flèche que nous voyons sur l'illustration. Elle a été placée à l'extérieur de la cathédrale pour donner aux touristes une idée de la taille de ces flèches. Une impossibilité pour les citoyens du XIXe siècle. Les hommes de cette illustration ne sont pas en train de terminer la flèche finale de la cathédrale. Ils enlèvent ce qui existait dans le conteneur à son sommet. Et cela pose la question de savoir combien d'autres aspects et caractéristiques de ces structures s'ouvrent de manière similaire. Et pourquoi s'ouvrent-elles? Que contenaient-elles? Il est intéressant de noter que c'est l'ésotérisme et un culte qui fournissent quelques indices. L'alchimie était une philosophie naturelle, obscure, ou une tradition proto-scientifique. Son objectif principal était la chrysopée, ou la transmutation des métaux de base en métaux nobles. Depuis ses débuts dans les cultures de l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde et du Moyen-Orient antique, le domaine de l'alchimie, nous dit-on, était obsédé par la transformation des métaux de base en or et par l'obsession maniaque de créer l'élixir de vie pour atteindre l'immortalité. Nous avons tous entendu parler du médiéval Nicolas Flamel et de la pierre philosophale. C'est un champ d'investigation imprégné d'un riche tissu d'occultisme, de mysticisme kabbalistique et de magie. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que l'alchimie a été séparée de son occultisme et transformée en chimie, un domaine en plein essor. Mais il y eut un petit renouveau occulte au cours du XIXe siècle qui s'est poursuivi au XXe siècle. En 1922, un texte mystérieux a été écrit par un personnage tout aussi mystérieux. Le mystère des cathédrales de Fulcanelli, un alchimiste français, nous dit-on. Aujourd'hui encore, l'identité de Fulcanelli fait débat. Personne ne sait qui il était vraiment. Et, comme beaucoup de personnages mystérieux dans les livres d'histoire, son nom semble être un jeu de mots anagrammatique. Fulcan est une référence à Vulcain, le dieu romain du feu, et Eli, une référence à El, le mot cananéen pour Dieu. Il s'agit manifestement de l'œuvre d'un ou plusieurs francs-maçons. Mais néanmoins, sa lecture alchimique des structures merveilleuses et magnifiques, que nous appelons cathédrales, est puissamment originale et offre de nombreuses perspectives et demi-vérités. Et c'est dans la lecture que fait Fulcanelli de la statue d'Ophérus, qui a été enlevée de la cathédrale Notre-Dame et détruite, qu'il commence à offrir au lecteur quelques vérités. Selon la légende, Ophérus était un géant fort, mais à l'esprit simple. Ses intentions étaient toujours bonnes. Il voulait servir le roi le plus puissant de la terre. Il fut envoyé à la cour d'un puissant roi afin de le servir. Un jour, le roi, ayant entendu un chanteur prononcer le nom du diable, fit le signe de la croix avec terreur. « Pourquoi fais-tu ce signe » demanda Ophérus. « Parce que je crains le diable, » répondit le roi. « Si tu le crains, tu n'es pas aussi puissant que lui, » raisonna Ophérus. « Je veux servir le diable. » Et c'est ce qu'il fit, et il s'enrôla parmi les serviteurs de Satan. Un jour, les serviteurs ont vu une croix sur le bord de la route, et le diable leur a ordonné de faire demi-tour. « Pourquoi cela » demanda le curieux Ophérus. « Parce que je crains l'image du Christ, » répondit le diable. « Si tu le crains, tu n'es pas aussi puissant que lui, » raisonna Ophérus. « Je veux entrer au service du Christ, » s'exclama Ophérus, qui passa devant la croix et poursuivit son chemin. Sur son chemin, Ophérus rencontre un ermite. Il demande à l'ermite où il peut trouver le Christ. « Partout » répond l'ermite. L'ermite connaissait le type de géant obtus auquel il avait affaire, et il savait qu'il ne se prêterait pas à la prière. Alors il conduisit Ophérus vers une rivière violente et dit « Les pauvres gens qui ont traversé cette eau se sont noyés. Reste ici et porte-les sur tes fortes épaules. Si tu fais cela, le Christ te reconnaîtra comme son serviteur. » Et c'est ce qu'il fit. Ophérus passa ses jours et ses nuits à faire traverser la rivière aux gens. Une nuit, accablé de fatigue, Ophérus entendit frapper à sa porte. C'était un enfant qui voulait traverser. Ophérus le prend sur ses épaules et commence à traverser la rivière,
Mais alors qu'il atteint le milieu, la rivière se transforme en un torrent furieux. La vague enfle et Ophérus commence à céder. De peur de laisser tomber l'enfant, Ophérus déracine un arbre pour s'y appuyer. Mais l'enfant devient de plus en plus lourd. Ophérus commença à craindre que l'enfant ne se noie. Il lève la tête et demande, « Mon enfant, pourquoi te rends-tu si lourd? Il me semble que je porte le monde. » L'enfant répondit, « Non seulement tu portes le monde, mais tu portes celui qui a fait le monde. Je suis le Christ. Et pour te récompenser, je te baptise au nom du Père, en mon nom et au nom du Saint-Esprit. Désormais, on t'appellera Christophe. Christophe a parcouru la terre jusqu'à la fin de ses jours pour enseigner la parole du Christ. Christophe, celui qui porte le Christ pour les masses. Cependant, en se concentrant sur Ophérus, Fulcanelli révèle une certaine clé permettant de déverrouiller une autre signification de l'expression symbolique de la légende. À sa manière énigmatique, Fulcanelli écrit « Christophe signifie Chrysophe, qui porte l'or ». Dès lors, nous comprenons mieux la grande importance du symbole si éloquent de Saint Christophe. C'est le hiéroglyphe du soufre solaire, Jésus, ou l'or naissant soulevé par les ondes mercurielles et porté ensuite par l'énergie propre de ce mercure, au degré de puissance que possède l'élixir. Cryptique, en effet, une prose presque impénétrable. Mais regardons ce passage d'un peu plus près. Fulcanelli affirme que dans la légende symbolique, Jésus, ou le Christ, est l'or naissant. Naissant signifie en train de naître. Les racines étymologiques du mot proviennent du concept de commencement ou de naissance. L'or naissant ici, ou le soufre solaire, n'est pas seulement de l'or, c'est de l'or qui grandit pour atteindre son plein potentiel. La dernière section de l'extrait explique pourquoi l'or grandit, car il est porté par les ondes mercurielles. Les ondes mercurielles font ici référence au métal mercure. L'or atteint son potentiel grâce à l'énergie propre du mercure. Fulcanelli explique que la couleur du mercure est un gris emblématique, et cela explique pourquoi de nombreuses représentations de Saint Christophe le revêtent de cette couleur. Nous reviendrons bientôt sur la légende d'Ophérus, mais regardons d'abord de plus près le mercure. Le mercure est de la plus haute importance lorsqu'il s'agit de comprendre non seulement les mécanismes qui sous-tendent la technologie de l'Ancien Monde, mais aussi de comprendre notre propre époque contemporaine dans laquelle nous nous trouvons, traversant le paysage énigmatique des symboles qui ont façonné notre compréhension de l'histoire et notre place dans celle-ci. Le symbole ici représente l'élément hydrogyros. Sa traduction littérale du grec signifie « eau argentée ». L'hydrogyre a de nombreux noms. Il était aussi appelé « vif-argent ». Aujourd'hui, on l'appelle mercure. Le symbole alchimique est précisément le même que celui utilisé en astrologie classique pour représenter la planète Mercure. Le mercure pur ou natif est un élément extrêmement rare dans la croûte terrestre. Il est principalement extrait du cinabre, une forme pigmentée rouge ou écarlate du sulfure de mercure. Le cinabre est le minerai source le plus courant pour le raffinage du mercure. Wikipédia et World Atlas nous apprennent que le mercure est le 66e élément le plus abondant de la croûte terrestre. À l'état pur, le mercure est un liquide semblable à de l'argent. C'est le seul métal qui soit liquide à température et pression normale. Il a un point de congélation de moins de 33,83 degrés et un point d'ébullition de 356,73 degrés. Il est un excellent conducteur d'électricité. Ses utilisations sont principalement d'ordre électrique. Il joue un rôle essentiel dans l'éclairage fluorescent. Il est également utilisé dans les thermomètres et les amalgames dentaires. Le mercure dissout tous les métaux, y compris l'or et l'argent, pour former des amalgames. La seule exception est le fer. Il est également utilisé dans les vaccins. Les industries médicales et pharmaceutiques gouvernementales ont déclaré le mercure toxique au début du XXIe siècle.
éliminant progressivement son utilisation en médecine et amenant certains pays à interdire complètement cet élément. Dans certains pays, il est illégal de faire le commerce du mercure. Avant cela, le mercure était un élément de base de certains traitements médicaux traditionnels, comme la médecine traditionnelle chinoise. Et si je ne conteste pas la toxicité potentielle du mercure lorsqu'il est injecté dans le corps, les inquiétudes entourant son potentiel dangereux sont largement exagérées. Tous les métaux, surtout lorsqu'ils sont injectés et pris en excès, sont toxiques. Des taux élevés de fer, de cuivre, de zinc et d'aluminium dans l'organisme contribuent à toute une série de maladies, sans doute plus que le mercure. Et pourtant, les gouvernements de notre monde n'ont pas interdit l'aluminium, ils n'ont pas cessé d'enrichir les céréales avec l'oxyde de fer. Et les suppléments de zinc et de cuivre sont faciles à acheter, et sans contrainte sur la valeur du dosage auquel une personne peut s'exposer avec ces suppléments. Pourrait-il y avoir d'autres raisons non divulguées pour diaboliser et restreindre le mercure? Examinons d'un peu plus près le potentiel électromagnétique de cet élément extraordinaire. Le mercure est un liquide conducteur d'électricité, et pour cette raison, il a été utilisé historiquement pour créer des interrupteurs de lumière, des électrodes dans certaines batteries, comme gaz pour créer une lumière fluorescente, et, plus intéressant encore, il a été utilisé, nous dit-on, dans les phares. Selon le récit historique dominant, les gardiens de phare étaient chargés de faire tourner l'énorme lentille située au sommet du phare toute la journée, tous les jours. Une lentille qui tourne à une vitesse donnée fait clignoter la lumière. Pour ce faire, ils plaçaient généralement la lentille sur des roues ou des roulements fixés à des horloges que le gardien remontait périodiquement. À la fin du XIXe siècle, certains gardiens contraints de remonter sans cesse le mécanisme d'horlogerie ont commencé à faire flotter leurs lentilles dans du mercure liquide. La base métallique des lentilles tournait plus facilement dans le mercure, ce qui permettait à la lumière de tourner plus rapidement avec des remontages moins fréquents. C'est une pratique qui est encore utilisée dans certains phares aujourd'hui. Il est évident, d'après sa structure, que la seule fonction du phare n'était pas seulement d'éclairer la voie pour les navires. C'était soit une de ses fonctions parmi d'autres, soit un acte de réaffectation hérité. De nombreux phares sont construits selon la structure octogonale familière. Nombre d'entre eux portent des bandes rouges et blanches, caractéristiques des centrales électriques. Beaucoup ont encore leurs antennes, et ils étaient situés au bord de l'eau. Il est évident qu'ils jouaient un rôle similaire à celui de nombreuses centrales électriques de l'Ancien Monde, que nous retrouvons réaménagées et rebaptisées dans tout notre monde. Le phare de Lindau, en Allemagne, est un exemple fascinant. Nous voyons toutes les dentures et les trous familiers qui suggèrent la manipulation des vibrations et des fréquences. Nous voyons la coupole octogonale. L'antenne d'origine a été remplacée par des objets du Nouveau Monde. Et, curieusement, la structure est dotée d'une horloge. Et bien que ceux de l'Ancien Monde aient fabriqué les horloges les plus avancées jamais vues, la présence d'un cadran d'horloge ici semble superflue. Peut-être que l'abondance de cadrans d'horloge que nous voyons sur tant de structures et de tours de l'Ancien Monde sont en fait des jauges à vapeur réutilisées qui étaient présentes pour mesurer la pression de l'eau énergétique. La conception complexe de ces phares devait être un exploit d'ingénierie pour ceux du XIXe siècle et leurs prédécesseurs, à moins que ceux qui ont précédé le XIXe siècle n'aient été technologiquement avancés, ce qui était bien sûr le cas. Le rôle du mercure dans la rotation des lentilles est un exemple subtil de réaffectation. Il est très probable que les appareils complexes au sommet de ces phares ont été modifiés en lentilles lumineuses pendant la grande réinitialisation et que ce qui existait avant fonctionnait pour extraire l'énergie éthérée. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, des brûleurs à gaz et à pétrole ont été utilisés comme source de lumière dans ces structures. Et pourtant, regardez la taille de certaines de ces lentilles. Regardez la complexité des conceptions. Un éclairage de maison modifié fonctionnant au gaz et au pétrole? Je ne le pense pas. L'histoire du phare est de la plus haute importance.
car 1. Elle fournit la preuve de la présence du mercure dans une sorte d'appareil, situé directement dans une cupule, l'endroit même que nous voyons vide sur tant de structures aujourd'hui, et 2. Parce que la présence du mercure ici devait permettre aux lentilles de tourner et de pivoter plus facilement. Et c'est très intéressant, car regardez ce qui se passe lorsque vous appliquez le magnétisme et l'électricité au mercure. Il tourne et crée un vortex, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon l'application du courant. Comme vous le savez, un vortex est l'expression intégrale d'un champ torique. Il existe 3 principaux types de vortex, électrique, magnétique et électromagnétique. En plus du potentiel électromagnétique du mercure et de sa susceptibilité à former un vortex lorsqu'il est sous l'influence du courant, l'eau argentée a également une autre application méconnue. Regardez. Pas étonnant que le mercure soit diabolisé et illégal. Comme vous pouvez le constater, le mercure est capable de fournir, même à une antenne de télévision artisanale, la capacité de convertir des courants alternatifs de fréquences radio pour en extraire un signal de télévision. Les antennes peuvent être conçues pour transmettre et recevoir des ondes électromagnétiques dans toutes les directions de manière égale, et on pourrait supposer que les orbes des antennes de l'Ancien Monde contenaient du mercure. Mais là encore, ce n'est pas un secret que le mercure s'amalgame avec l'or et d'autres métaux. Un amalgame est un alliage de mercure et d'un autre métal. Le mercure s'amalgame fortement avec l'or, le cuivre, l'argent et de nombreux autres métaux. La seule exception courante est le fer. Les orbes ne pouvaient pas contenir de mercure car, comme vous l'avez vu, le mercure aurait dévoré l'or, l'argent et le cuivre et se serait amalgamé avec les métaux. Nous ne voyons aucune preuve de cela ici. Elles fonctionnent strictement comme des antennes aériennes. Mais si toutes ces structures contiennent un type de moteur ou d'appareil similaire aux lentilles de Fresnel que nous voyons dans les phares avec du mercure formant continuellement un vortex, alors nous aurions une configuration permettant aux antennes d'extraire l'énergie éthérée et de transmettre de puissants signaux électromagnétiques. Tout comme Fulcanelli le révèle dans sa lecture de Saint Christophe, c'est le mercure qui permettait alors d'atteindre son potentiel. Il est fort probable que les cylindres, récipients et conteneurs absents qui ont été retirés de ces structures et qui étaient généralement présents à l'intérieur des structures géométriques octogonales contenaient du mercure. Et cela soulève la question suivante. Si certains phares font encore fonctionner leurs lentilles au mercure aujourd'hui, n'extrairaient-ils pas encore l'énergie éthérée? Non, pas du tout. Et une fois de plus, Fulcanelli nous explique pourquoi. Comme Fulcanelli l'affirme ailleurs dans le mystère des cathédrales, la dissolution du soufre, ou en d'autres termes, son absorption par le mercure, a fourni le prétexte à des emblèmes très différents. Mais le corps obtenu, homogène et parfaitement préparé, conserve le nom de mercure philosophique.
C'est le mata ou composé de première classe, qui ne nécessite qu'un processus de cuisson graduel pour se transformer d'abord en soufre rouge, puis en élixir, et enfin, dans un troisième temps, en médecine universelle. Comme Fulcanelli l'explique clairement, la transformation du mercure pur en un état sulfureux rouge est la première étape, et comme mentionné précédemment, le cinabre ou sulfure de mercure est rouge, et comme nous le voyons ici sur les représentations des tuniques de Saint Christophe, il porte une moitié grise pour indiquer le mercure, et une autre moitié rouge qui indique le soufre rouge. C'est un état de mercure transformé qui permet alors, ici représenté comme le Christ, de réaliser son plein potentiel, ou de rester conforme à la légende, afin d'atteindre les masses. Ce que Fulcanelli nous dit en fait, c'est qu'afin de pouvoir distribuer cette énergie électromagnétique propre par le biais d'antennes ou d'orbes en or, un type spécial de mercure devait être présent. C'est ce qui était contenu dans les vaisseaux et les moteurs. Et il est probable que c'est ce mercure unique qui a permis l'extraction de l'énergie éthérée d'en haut, en premier lieu. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence si vous croyez en une telle chose, mais il est intéressant de voir que beaucoup de petites reliques, ressemblant à des vaisseaux, ont des traces rouges à l'intérieur des conteneurs. Peut-être un hommage à la substance qu'ils contenaient autrefois. Bon, je sais ce que vous voulez dire. Allons, vous vous noyez dans un verre d'eau. Vous vous basez sur quelques passages des divagations d'un trompeur maçonnique. Comment pouvons-nous vraiment savoir que les alchimistes de l'Ancien Monde étaient des alchimistes de l'Ancien Temps et que le mercure était au centre de leur technologie avancée? Soyez indulgents avec moi, j'exposerai ce Fulcanelli pour le trompeur maçonnique qu'il est un peu plus loin. Mais, comme je l'ai dit auparavant, il y a beaucoup de demi-vérités que nous pouvons extraire. Et vous devez vous demander pourquoi ce texte cryptique sur le mystère des cathédrales se concentre principalement sur l'explication des structures et de leur symbolisme en termes alchimiques. Car voyez-vous, Saint Christophe n'est pas la seule expression symbolique de la relation entre le mercure et l'or. Comme pour l'adoration du son et de l'eau, l'Ancien Monde exprimait cette relation alchimique par de nombreux symboles. En fait, les symboles étaient si répandus que l'ennemi a dû se les approprier et les utiliser comme armes de contrôle et de tromperie. Sinon, la grande remise à zéro du XIXe siècle aurait échoué. Le génie de l'ennemi réside dans son appropriation, sa redésignation et son obscurcissement délibéré des symboles, au point que retracer l'histoire et la véritable signification d'un symbole en particulier devient un exploit monumental. L'abondance de lions et d'aigles que nous voyons dans l'Ancien Monde, principalement sous forme de statues, est liée aux éléments de l'or et du mercure. Comme le dit Fulcanelli, le lion est le signe de l'or. Il représente une force terrestre et fixe, tandis que l'aigle représente la force aérienne et volatile, ou le mercure. Lorsque les deux champions se rencontrent, ils s'attaquent, se repoussent et se déchirent avec énergie, jusqu'à ce que les antagonistes ne forment plus qu'un seul corps, le mercure animé. La fusion de l'or fixe et du mercure volatile crée le griffon, dans lequel le lion ou l'or représentait la partie basique fixe du composé, qui au contact de la volatilité adverse, perd la meilleure partie de lui-même, celle qui caractérise sa forme, qui est en langage hiéroglyphe, la tête. Et comme le lion et l'aigle, nous voyons le griffon partout dans l'Ancien Monde. Comme Saint Christophe, le griffon est le symbole de la concoction alchimique et de la combinaison du mercure et de l'or qui alimentait la technologie de l'Ancien Monde. L'association symbolique des animaux et des bêtes avec l'alchimie a été éradiquée de l'histoire, principalement en raison de l'appropriation de ces animaux comme symboles héraldiques de la royauté et de la noblesse.
Ce sont ces animaux qui ornent les sceaux impériaux nationaux, comme nous le voyons attribué à l'Empire romain, à l'Empire impérial britannique, aux États-Unis, etc. Un acte de domination post-coloniale sur l'Ancien Monde, l'appropriation de son symbolisme et l'éradication de son histoire par le biais de récits falsifiés. En outre, le symbole chimique, alchimique et cosmologique utilisé pour représenter le mercure est immédiatement reconnaissable pour son amalgame de deux des symboles les plus utilisés à travers l'histoire et la culture. Il s'agit de la croix et du croissant de lune. Il est ouvertement reconnu qu'à un moment donné, tout le symbolisme religieux a précédé son utilisation et son application religieuse actuelle et a appartenu à une autre culture et a représenté quelque chose de différent à des époques historiques différentes. Mais ce n'est pas parce que cela est ouvertement déclaré que cela a un sens. Nos ancêtres historiques et leurs propres ancêtres historiques étaient-ils vraiment si peu inspirés qu'ils avaient besoin de recycler des symboles déjà établis? Ou bien, ne nous dit-on pas la vérité une fois de plus? L'amalgame des symboles et de la culture, chrétiens et islamiques, est si répandu dans notre monde qu'en y regardant de plus près, il commence à paraître absurde. Si l'on en croit le récit historique officiel, si nous croyons au récit des croisades et des guerres entre Ottomans et Habsbourg, à la guerre continuelle entre l'Ouest et l'Est, alors la présence du symbole du croissant sur de nombreux blasons et écussons européens, dits médiévaux, n'a aucun sens. Et il ne s'agit peut-être que d'une appropriation culturelle supplémentaire. Mais le récit devient très peu convaincant lorsque l'on s'intéresse aux structures elles-mêmes. Pourquoi la grande mosquée de Sainte-Sophie a-t-elle été construite à l'origine comme l'église de Sainte-Sophie par l'Empire romain? Elle est restée une église, nous dit-on, pendant près de 1000 ans. Ces 4 minarets ont été construits après la prise de la région par l'Empire ottoman. Mais regardez sa conception originale, elle ne ressemble en rien à une cathédrale traditionnelle. Et nous voyons cela encore et encore. La cathédrale de Cordoue, en Espagne, a été érigée à l'origine comme une mosquée au 8e siècle, puis convertie en cathédrale au 13e siècle. Nous voyons ici même la fusion des deux styles de l'Est et de l'Ouest. Il est intéressant de noter que la structure comporte également les arcs rayés rouges et blancs qui indiquent les centrales d'énergie et que l'on retrouve dans tant de structures impossibles. Et même sans le récit peu convaincant de structures passant d'une culture à l'autre, nous constatons la présence des deux styles dans de nombreuses structures qui ne sont pas liées à ce récit. La basilique Saint-Marc et le palais des Doges à Venise ont un aspect extrêmement oriental, tout comme le pavillon de Brighton en Angleterre. Ces structures étaient impossibles à réaliser pour tous ceux qui se trouvaient à l'est et à l'ouest dans le récit officiel, à moins qu'ils ne disposent d'une technologie avancée, ce qui, selon le récit, n'était pas le cas. Le récit officiel nous raconte des histoires d'architectes inspirés et influencés par les structures de l'est et de l'ouest. Mais rappelez-vous qu'à l'époque où ces structures ont été construites, les gens n'avaient pas de moyens de transport accessibles. Les voyages entre les continents et les pays prenaient des semaines. Et il n'y avait pas non plus d'appareils photo pour documenter les structures afin de pouvoir les reproduire avec une telle précision. Pourquoi les synagogues n'ont-elles pas leur propre style particulier, comme les mosquées et les cathédrales? Nous voyons cette fusion de styles architecturaux partout. Nous voyons des stations de pompage d'eau qui ressemblent à des cathédrales. Nous voyons des châteaux d'eau qui ressemblent à des tourelles de châteaux. Nous voyons des cathédrales qui ressemblent également à des bâtiments gouvernementaux officiels. Toutes ces structures appartiennent à une seule et même civilisation unifiée. C'est pourquoi nous trouvons tant de cathédrales en ruine au Moyen-Orient. Elles ont été détruites et ravagées pendant et après la grande réinitialisation pour consolider le récit falsifié. C'est pourquoi nous voyons le croissant de lune sur de vieilles photographies du XIXe siècle, dans des zones où il ne devrait pas être. Voici le Brésil. Regardez de plus près. Même aujourd'hui, la population musulmane du Brésil ne représente que 1% du pays.
Alors pourquoi ce croissant est-il présent au sommet de l'une de ces antennes au XIXe siècle? Pourquoi est-il présent à San Francisco en 1905? Pourquoi voyons-nous de nombreuses antennes structurelles composées à la fois de la croix et du croissant de lune? Sur de nombreuses photographies anciennes, nous voyons de nombreuses structures sans aucun symbolisme religieux. Il ne s'agit que d'antennes standards. Et que dire de toutes les antennes inhabituelles que nous voyons? De nombreuses antennes fonctionnaient comme des instruments symétriques pour améliorer l'extraction de l'éther et transmettre de l'énergie à d'autres antennes. Elles n'ont jamais été des signes de différentes factions religieuses dans l'Ancien Monde. Ces significations leur ont très probablement été attribuées ultérieurement pour fracturer l'unification de l'Ancien Monde et sa conception de Dieu. Même le récit dominant admet que ce n'est qu'au XIXe siècle que le croissant de lune a été associé à l'Empire ottoman. Et ce n'est qu'en 1950 que le symbole est devenu l'emblème de l'islam. Les symboles du croissant et de la croix sont beaucoup plus complexes que la plupart des gens ne le pensent. Dans le contexte des antennes, il s'agit probablement d'un hommage symbolique au mercure alchimique qui leur a permis de fonctionner. Mais le croissant et la croix ont également des implications plus larges, liées au fonctionnement énergétique et éthéré de notre monde. Nous reviendrons plus tard sur ces symboles. Il ne s'agit pas de discréditer la signification de ces symboles aujourd'hui. Les symboles évoluent avec le temps, mais cette évolution a été soigneusement orchestrée par nos contrôleurs. Il ne s'agit pas non plus de discréditer Dieu. Et ce point est crucial. Je comprends qu'une grande partie de ceci puisse choquer certaines personnes, mais il est impératif de comprendre que la religion, au sens institutionnel, a été créée par nos contrôleurs comme un moyen de contrôle. De nombreuses organisations religieuses d'aujourd'hui sont corrompues et utilisent la religion comme une façade, alors que leur véritable allégeance est celle des contrôleurs psychopathes de notre monde. La religion était un outil essentiel de tromperie pour justifier l'infrastructure de l'Ancien Monde. La religion n'est pas synonyme de compréhension de Dieu, de foi et de prière, et elle n'est pas non plus destinée à discréditer la vie du Fils de Dieu. Non, et ceci est crucial, et vous verrez pourquoi plus tard dans notre voyage. Et dans un sens, c'est ce que le Christ a essayé d'enseigner aux gens, pour qu'ils voient à travers la tromperie et la manipulation. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Vous voyez, les Écritures sont plus précises que la plupart des gens ne le comprennent. Elles sont à la fois des récits historiques, des manuels d'instruction pour la vie, et des textes sacrés de prophétie. Il y a une multitude de textes qui sont si importants que l'ennemi a désespérément essayé d'en détourner les gens ces derniers temps. Et vous verrez pourquoi cela est de la plus haute importance plus tard dans notre voyage. Restez avec moi, le meilleur reste à venir, et ça ne s'arrête pas là. La base du symbole alchimique du mercure était, nous dit-on, un caducée. Et nous voyons le caducée partout dans les vestiges de l'Ancien Monde. Un autre symbole approprié par l'ennemi, ornant de nombreux blasons et adopté par les industries médicales centralisées et corrompues, qui ont été responsables de crimes de masse contre l'humanité qui se poursuivent aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si le même mercure que le symbole représentait est injecté aux humains via les vaccins pour perturber l'ensemble de leur cycle de méthylation, ce qui entraîne un autisme généralisé et toute une série de troubles neurologiques et métaboliques. Le caducée illustre clairement la façon dont la mythologie romaine et la mythologie grecque ancienne servent l'ennemi comme outil de tromperie. Dans la mythologie romaine, le bâton du caducée était porté dans la main gauche du dieu Mercure. Le Mercure romain était un dieu du gain financier, du commerce, de la communication et des messages. Dans la mythologie grecque, le bâton est porté par Hermès. Hermès était le dieu des voyageurs, des marchands et du commerce. Les mythologies fabriquées ont permis à l'ennemi d'occulter la véritable association du caducée avec le mercure élémentaire, tout en lui permettant de se moquer du rituel habituel, en associant ses industries médicales aux dieux du gain financier et du commerce. Comme l'a écrit Fulcanelli,
Le serpent indique la nature incisive et dissolvante du mercure. Ce reptile est l'aspect du mercure dans son premier état. Et la baguette d'or est un soufre corporel qui lui est ajouté. C'est le mercure philosophique et le caducée qui en est le symbole. Non seulement le caducée représente l'élixir du mercure indispensable à la transmission de l'énergie électromagnétique, mais les serpents juliens forment un enroulement en spirale représentatif de la voie énergétique et du vortex. La tige représente l'or et le soufre, mais elle rappelle aussi les antennes elles-mêmes. Et tout comme les mythologies se cachent à la vue de tous, les ailes représentent ici la connexion, la communication, les messages, les signaux entre les antennes dans le réseau électromagnétique, et aussi la connexion entre les antennes et l'éther lui-même. Après tout, le dieu romain Mercure était connu comme le messager des dieux. Et il se cache à la vue de tous dans l'art et les illustrations alchimiques. Nous voyons l'aigle et le lion. Nous voyons le caducée et nous voyons des géométries et des objets similaires qui ornent le sommet des structures de l'Ancien Monde. Et pourtant, il est encore difficile d'imaginer le réseau énergétique et encore plus difficile d'imaginer le niveau de travail requis pour enlever tous les moteurs et les vaisseaux, pour détruire et cacher suffisamment de l'Ancien Monde et commencer à réécrire l'histoire afin que la grande réinitialisation ait été un succès. Ce que nous voyons au XIXe et au début du XXe siècle est la phase finale de la réinitialisation. Il y a eu une période transitoire et comme toute phase de transition, la période utilisait encore certaines des technologies de l'Ancien Monde qu'ils essayaient d'éliminer progressivement. Et comme je l'ai dit, l'ennemi est paresseux. Ils auraient vraiment dû se débarrasser de ces photographies et de ces images. Regardez.
Wow! La plupart de ces images ont été prises pendant les expositions universelles du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Tout électricien peut témoigner de l'impossibilité d'éclairer à cette époque et à cette échelle. Quel cauchemar absolu à câbler! Mais ils n'avaient pas besoin d'un câblage complexe, n'est-ce pas? Comment pouvaient-ils avoir des trottoirs mobiles à cette époque? Nous voyons également cette technologie exposée dans les parcs d'attractions américains en plein essor au début du XXe siècle. Il y a une raison pour laquelle ils les appelaient les parcs électriques. En fait, la référence à l'électricité peut être trouvée partout parmi les sciences anciennes réutilisées, même dans les endroits les plus improbables. Même dans cette phase de transition de la réinitialisation, ces paysages sont magnifiques. Et ce, alors que la plupart des réseaux d'eau sont déjà détruits. Imaginez ce qu'ils ont été capables de réaliser. Tant d'icônes symboliques majeures de notre époque peuvent être retracées jusqu'au Mercure, qui a rendu cet ancien monde technologique électromagnétique possible en premier lieu. Il est intéressant de noter que dans sa lecture d'Opherus ou de Saint Christophe, en tant que porteur du Mercure, Fulcanelli pousse à la limite ses astuces maçonniques de demi-vérité et de tromperie. Il commence à parler de la ceinture d'Opherus telle qu'elle est représentée par Julien de Champagne, dont le tableau d'Opherus est accroché dans le manoir de Jean Lallemand, ce que Fulcanelli appelle l'une des plus belles et des plus rares résidences philosophiques. Le tableau représente Opherus portant une ceinture brodée de lignes entrecroisées. Il est important de noter qu'aucune des autres célèbres représentations artistiques d'Opherus ne le dépeint portant cette ceinture. Fulcanelli s'exclame que l'artiste a fait encore mieux que les autres. Sous l'inspiration du savant hermétique qui a commandé le tableau, l'artiste a représenté Opherus serré par une large ceinture au niveau de son abdomen. C'est cette ceinture, écrit Fulcanelli, qui donne à Saint Christophe son véritable caractère ésotérique. Écoutez très attentivement ce qu'il affirme ensuite. Selon certains documents conservés dans les archives du manoir Lallemand, nous savons que Jean Lallemand appartenait à la confrérie alchimique des Chevaliers de la Table Ronde. Ce que nous allons dire ici ne peut être enseigné. La ceinture d'Opherus est un signe que tous les philosophes reconnaissent comme la marque extérieure qui indique l'extrême pureté intrinsèque de leur substance mercurielle. C'est un signe que le vieil auteur appelle le sceau d'Hermès, l'étoile du Meiji, l'ourson, la constellation dans laquelle se trouve l'étoile polaire. La comparaison de la ceinture d'Opherus et de la constellation de l'ourson par l'étoile polaire, ou ce que l'on appelle Ursa majeure, ou la Grande Ourse, ne donne d'abord aucun aperçu de ce à quoi Fulcanelli fait référence. S'agit-il simplement d'une divagation d'un maçon cryptique fou, ou y a-t-il quelque chose qui nous échappe? Mais si vous commencez à tracer le motif sur la ceinture, un autre motif caché et familier commence à émerger au sein même du motif. Lorsqu'elle est étudiée tout au long de l'année, à chaque saison, la constellation de la Grande Ourse forme également ce motif, le symbole du swastika, un symbole désormais tristement célèbre du mal. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que selon le récit officiel, le swastika était l'un des symboles les plus largement utilisés à travers l'histoire et les différentes cultures. Il s'agit d'un symbole important dans les pays asiatiques représentant l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. Il a été utilisé par les Grecs et les Romains dits anciens, les druides, les Celtes, les Amérindiens, les premiers chrétiens, etc. Nous le voyons dans les mosaïques, les églises rupestres, les bracelets, les rosaces, les croix, les poteries, les vêtements et les drapeaux. Nous le voyons partout à travers le temps et la culture. Il est intéressant de noter que les compagnies d'électricité suédoises et norvégiennes utilisent ce symbole à la fin des années 1800 et au début des années 1900 pour représenter des centrales électriques et des stations hydroélectriques. Ce lien ne peut être une pure coïncidence. La tâche d'effacer la mémoire et l'histoire n'est pas un exploit facile. Elle prend du temps. De tous les symboles, celui-ci est celui que l'ennemi a dû corrompre et diluer le plus par appropriation. Non seulement à cause de son association désormais perdue avec l'électromagnétisme, mais aussi parce que, comme le laisse échapper Fulcanelli, son association originale avec l'implication du mercure dans le réseau électrique de l'Ancien Monde. Comme les serpents en spirale du caducée, il représente un tourbillon que le mercure produit en présence de l'électromagnétisme. Le swastika est le vortex.
Il représente également un autre vortex, celui qui se trouve sous l'étoile polaire et la Grande Ourse en son centre. Le même vortex que la NASA a caché à la vue de tous ici sur Terre, étant la représentation des pôles des autres planètes. C'est le même vortex que Mercator et d'autres ont documenté dans des cartes et des écrits. Le tourbillon entourant les Rupes Nigra est situé au pôle Nord. Il est intéressant de noter que les scientifiques ont récemment découvert de grandes réserves naturelles de mercure, une substance dite toxique, au pôle Nord. Ils s'inquiètent de sa fonte et de sa toxicité. Bien sûr qu'ils le sont. Comme l'écrit Kevin Schaefer dans l'article du National Geographic, il s'avère que non seulement il y a du mercure dans le permafrost, mais que l'Arctique est aussi le plus grand réservoir de mercure de la planète. S'agit-il d'une nouvelle moquerie de leur part, ou existe-t-il réellement une grande quantité de mercure dans le Nord? Nous reviendrons sur ce sujet bien plus tard dans notre voyage. Les métaux nobles et leur emplacement original sur la Terre sont très importants, et ce sont les Écritures qui détiennent la réponse. L'Ancien Monde savait. Il connaissait mieux que quiconque la terre sur laquelle il marchait. Il savait que les métaux alchimiques, l'or, le fer, le cuivre, le mercure, etc., pouvaient être fusionnés de manière à leur permettre d'accéder à l'énergie électromagnétique éthérée. Il savait qu'Ophérusse, le mercure alchimique, pouvait élever le Christ, l'or alchimique, et le porter vers les masses. Ce n'est pas une coïncidence si le chemin qu'Ophérusse a emprunté pour transporter le Christ traversait une rivière, traversait l'eau. La légende d'Ophérusse est une représentation symbolique et métaphorique du système énergétique de l'Ancien Monde. Vous avez une question et j'ai l'impression de savoir ce que vous allez dire. Vous voulez poser des questions sur les cartes Mercator et autres. S'ils ont fabriqué l'histoire en déformant tant de significations symboliques, et en mentant sur ceux qui sont venus avant, comment pouvons-nous faire confiance à ces vieilles cartes et à ces récits du Nord? Comment savons-nous que l'Hyperborée est un lieu réel et qu'il y a un vortex au centre? C'est l'esprit. Une question importante. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire confiance aux cartes et je dois vous montrer pourquoi. Il est temps maintenant de parler des horloges. Car voyez-vous, il y a une autre carte cachée et oubliée depuis longtemps. La plus ancienne de toutes. Et elle n'est pas parfaite, loin de là. Mais c'est tout ce que nous avons. Venez, il est temps de lever un autre voile.